Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue, vous suivez l'African Union Journal, votre programme hebdomadaire consacré à l'actualité de l'Union africaine. Dans le dossier de cette édition, au cours des 5 dernières années, d'importantes mesures ont été mises en place pour augmenter le taux d'électrification en Afrique et améliorer l'accès aux produits pétroliers. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, la Centrafrique, le Gabon sont quelques pays qui, malgré les difficultés rencontrées, ont initié des projets visant un meilleur mix énergétique. Néanmoins, avec pas moins de 600 millions d'Africains dépourvus d'électricité, le continent nécessite encore 200 milliards de dollars pour garantir un accès universel. L'accès à l'énergie a été placé au cœur des enjeux de 2024 par plusieurs dirigeants du continent. Joël Ballot. L'Afrique possède d'abondantes ressources renouvelables comme l'hydroélectricité, l'énergie éolienne et l'énergie solaire. Malgré ce potentiel, près de la moitié de la population du continent est encore privée d'électricité. Face au défi d'accès à l'électricité, plusieurs mesures ont été prises par les États. Création d'un nouveau parc solaire de 25 MW qui alimentera en électricité 250 000 personnes en Centrafrique. Livraison du barrage hydroélectrique de Natigal au Cameroun pour 2024 qui devrait augmenter la capacité installée du pays de 30%. Environ 44 000 panneaux solaires couvrant 40% des besoins d'électricité dans nos 3 régions septentrionales ont été installés. Le barrage de Nactigal, d'une capacité de 420 MW, sera mis en service dans quelques jours. En 2023, les difficultés d'accès aux produits pétroliers ont marqué le quotidien des populations en Afrique centrale, en Afrique de l'Est ou encore en Afrique de l'Ouest. Pour y faire face et permettre à un plus grand nombre de personnes d'accéder aux solutions énergétiques modernes, Brice Oligui Nguema, président de la transition gabonaise, a instruit la baisse de 17,5% du prix du gaz butane depuis le 1er janvier 2024. J'instruis le ministre du Pétrole et du Gaz de prendre toutes les dispositions administratives et techniques nécessaires afin qu'à compter du 1er janvier 2024, le prix du gaz en République gabonaise soit revu à la baisse. L'indépendance énergétique de l'Afrique étant d'ordre prioritaire, des partenariats ont été signés pour garantir un accès facile aux hydrocarbures. C'est le cas du projet de gazoduc Afrique-Atlantique qui devrait s'étendre sur près de 5000 km, traversant 14 pays africains jusqu'à l'Europe. De même, grâce au gisement d'hydrocarbures Baleine, la Côte d'Ivoire envisage de devenir un hub énergétique en Afrique de l'Ouest et de renforcer son autonomie en matière énergétique. Ce gisement fournira, à partir de 2026, près de 200 millions de pieds cubes de gaz pour porter la capacité nationale de production de gaz naturel à près de 430 millions de pieds cubes, contribuant ainsi à une meilleure maîtrise des intrants nécessaires à notre production d'électricité. D'une manière générale, l'accès à l'électricité reste très limité dans de nombreux pays africains, avec peu de progrès ces 3 dernières années, notamment dans la région subsaharienne, où pas moins de 567 millions de personnes en sont dépourvues. Aussi, atteindre un accès universel à l'électricité nécessitera plus de 200 milliards de dollars de financement, avec un rôle essentiel de l'investissement privé. La région du Sahel, comprenant 5 pays dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, est toujours confrontée à d'importants défis de sécurité qui menacent la stabilité et la prospérité. Ces 3 pays continuent d'être le théâtre de violences, d'attentats terroristes et de conflits armés, entravant considérablement le développement économique et social. Face à cette situation, les gouvernements de transition placent
la coopération et le renforcement de la sécurité et la stabilité parmi les chantiers prioritaires de l'année 2024. Cheikh Oumar Kamara. Les violences terroristes dans le Sahel et l'instabilité politique menacent la vie de millions d'habitants et sapent le développement économique de la région. Face à cette situation critique, les gouvernements du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont reconnu à travers l'Alliance des États du Sahel la nécessité impérieuse de coordonner leurs efforts pour contrer les forces hostiles qui sapent la paix et la prospérité. La création de l'Alliance des États du Sahel est assurément l'aboutissement de cette démarche dont l'objectif est de faire du Sahel un espace de paix et de prospérité. Notre nouvelle organisation travaillera dans le seul intérêt des Sahéliens et pour une Afrique libre et décomplexée. Je fais mention spéciale à nos frères du Burkina Faso et du Mali, qui ont toujours été à nos côtés dans le combat contre les forces du mal. Au Mali, les groupes armés, les attaques terroristes et les conflits intercommunautaires ont créé l'instabilité et perturbé la vie des millions de personnes. Conscient de cette situation, dans son discours de vœux à la nation pour l'année 2024, le colonel Assimi Goïta a salué la résilience des forces armées et du peuple malien qui consentent de grands sacrifices pour atteindre le noble objectif du développement du Mali et de la restauration de sa souveraineté. La reconquête de Kidal par l'armée dans l'extrême nord du pays le 14 novembre 2023 illustre le progrès du Mali dans la restauration de sa souveraineté. La question sécuritaire et la reconquête de l'intégrité territoriale de notre pays ont été et demeurent au cœur des préoccupations du peuple malien. Et je voudrais ici saluer l'engagement et la détermination des femmes dans la conduite de l'opération Doukokoloko. Notre mission n'est pas achevée. Je rappelle qu'elle consiste à recouvrer et à sécuriser l'intégrité du territoire sans exclusive aucune. La lutte contre les groupes armés terroristes se poursuivra jusqu'à la pacification totale du pays. Sur aucune portion du territoire national, il ne devrait y avoir de la place pour ceux qui ont décidé d'attenter à nos terres et à la vie de nos populations. De même, le Burkina Faso a été confronté à une escalade de la violence avec des groupes extrémistes opérant dans le nord du pays, causant des déplacements massifs de population de plus de 2 millions de personnes à l'intérieur du pays, selon le rapport 2023 du Bureau de la coordination des affaires humanitaires et perturbant les activités économiques. Pour relever ces défis, le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a annoncé la création en 2024 de la première brigade de combat avec pour principal objectif de multiplier des opérations offensives contre le terrorisme qui sévit dans le pays depuis 2015. Nous verrons la création donc de la première brigade de combat que nous avons dénommée donc la brigade spéciale et d'intervention rapide qui regroupera les différents bataillons d'intervention rapide, un groupement de forces spéciales et un groupement spécifique. Cela, c'est toujours dans le sens de la réorganisation de notre armée, de sa réarticulation, de la relocalisation des différentes forces en mesure de faire face. Un plan d'équipement stratégique et un plan de réorganisation des différentes forces a vu le jour en 2023. Cela va se concrétiser en 2024 par l'arrivée donc de nouveaux moyens lourds de protection et d'augmentation donc de la puissance de feu des unités combattantes. En réponse à la crise sécuritaire, les gouvernements du Mali, du Burkina Faso et du Niger redoublent d'efforts pour renforcer les capacités des forces de sécurité, améliorer la gouvernance et favoriser le dialogue entre les communautés. En outre, l'accent est mis sur le développement économique et social en investissant dans des programmes visant à offrir des opportunités aux jeunes et à renforcer la résilience des communautés vulnérables. Cette année 2024, plusieurs pays africains organiseront des élections présidentielles, législatives, régionales et municipales. Parmi eux figurent la Mauritanie, le Rwanda, l'Afrique du Sud, le Sénégal, les Comores, la Tunisie, l'Algérie et le Ghana. Des scrutins aux enjeux multiples, notamment la garantie d'élections libres et équitables, la stabilité politique et la croissance économique nécessaires à l'épanouissement des populations. Un sujet de Philomène Tine.
Des scrutins multiples, présidentiels, législatifs, régionaux, municipaux, sont organisés dans plusieurs pays du continent africain en 2024. Parmi eux figurent la Mauritanie, l'Afrique du Sud, le Mozambique, la Tunisie, l'Algérie, le Ghana. Les enjeux de ces scrutins sont nombreux, allant de la garantie d'élections libres et équitables à la stabilité politique jusqu'à la consolidation de la démocratie. C'est ainsi que l'annonce de la candidature du président rwandais Paul Kagame en septembre 2023 pour un 4e mandat pour la présidentielle du 15 juillet 2024 au Rwanda a suscité des réactions diverses. Qu'est-ce que la démocratie? L'Occident qui dicte aux autres ce qu'ils devraient faire? Chercher à transplanter la démocratie chez quelqu'un d'autre, c'est déjà une violation de la démocratie en soi. Les peuples sont censés être indépendants et doivent être autorisés à s'organiser comme ils le souhaitent. En cette année 2024, l'Afrique se trouve à un tournant crucial de son histoire politique avec ses élections présidentielles qui se profilent à l'horizon. Les Comores ouvrent le bal électoral le 14 janvier 2024, puis le 25 février 2024, les yeux se tourneront vers le Sénégal. Le président Macky Sall au pouvoir depuis 2012 ne briguera pas un 3e mandat. Il a désigné en septembre 2023 son premier ministre Amadou Ba comme candidat de son camp. J'ai appris à mieux connaître et mieux aimer notre pays, d'un amour inconditionnel et inépuisable. Voilà pourquoi je ferai en sorte que l'élection présidentielle du 25 février 2024 se déroule comme les précédentes, de façon paisible et dans les meilleures conditions d'organisation. J'invite tous les candidats à œuvrer dans le même esprit. Et le 2 avril 2024, s'il plaît à Dieu, je transmettrai le pouvoir à mon successeur. Cependant, d'autres nations africaines font face à des défis majeurs dans l'organisation d'élections libres et équitables. C'est le cas des pays ayant connu des périodes d'instabilité caractérisées par des coups d'État militaires, dont le Tchad. Ce pays s'est nouvellement doté d'une constitution en décembre 2023, une étape vers des élections promises en 2024 pour la fin de la transition dirigée par le général Mohamed Idriss Déby. C'est une étape importante dans le processus de rétablissement de l'ordre constitutionnel qui vient d'être franchi. La nouvelle constitution, qui instaure un nouvel équilibre des pouvoirs, permettra à notre pays de se doter de nouvelles institutions fortes et républicaines et d'asseoir une vraie démocratie à la base par une forte décentralisation. Dans certains pays africains, la démocratie et la stabilité politique sont au cœur des préoccupations. En prenant le cas du Soudan du Sud, les autorités de transition se sont engagées en faveur de la tenue d'élections libres et équitables en 2024, marquant la fin de la période de transition au Soudan du Sud. Dans l'actualité en bref de cette édition de l'African Union Journal, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, appelle au respect mutuel entre l'Éthiopie et la Somalie. Une sortie qui fait suite à un accord conclu entre l'Éthiopie et la République autoproclamée du Somaliland le 1er janvier 2024, accord vivement dénoncé par la Somalie. La gravure Sumeto et la Mahadra, dite Université du désert, entrent au patrimoine culturel de l'humanité de l'UNESCO. Le Burundi assurera la présidence du COMESA en 2024 au thème de la 23e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a appelé le 3 janvier 2024 les gouvernements de la République fédérale démocratique d'Éthiopie et de la République fédérale de Somalie à s'abstenir de toute action qui pourrait conduire à la détérioration des relations entre les deux pays. Moussa Faki Mahamat a demandé dans sa déclaration de respecter l'unité et l'intégrité territoriale de tous les États membres de l'Union africaine. La sortie du président de la Commission de l'UA fait suite à l'accord signé entre l'Éthiopie et la République autoproclamée du Somaliland le 1er janvier 2024 pour la construction d'une base militaire éthiopienne, d'un hub commercial et la location sur 50 ans d'une partie du port de Berbera.
La Somalie a aussitôt dénoncé cet accord signé avec cette république sécessionniste qu'elle considère comme une partie de son territoire. La gravure sur des métaux tels que l'or, l'argent, le cuivre a été ajoutée en décembre 2023 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. La gravure sur métaux qui permet de façonner des symboles ou motifs sur des objets décoratifs, religieux ou utilitaire est pratiquée dans une dizaine de pays arabes à travers le monde, dont l'Égypte, le Maroc, le Soudan ou encore la Tunisie. Outre la gravure sur métaux, parmi les arts et pratiques séculaires de certaines communautés, l'UNESCO a aussi choisi d'inscrire la Mahadra de Mauritanie au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Encore appelée Université du désert, la Mahadra permet de transmettre des connaissances traditionnelles et des expressions littéraires dans un cadre communautaire avec des personnes assises sous une tente. La présidence du marché commun de l'Afrique orientale et occidentale, COMESA, actuellement assumée par la Zambie, passera aux mains du Burundi au courant de l'année 2024 lors de la 23e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation prévue dans la capitale burundaise. L'annonce a été faite le 4 janvier 2024 par le ministère des Affaires étrangères du Burundi. Le COMESA, important marché de commerce et d'investissement, regroupe une population de plus de 600 millions d'habitants repartis à travers 21 États membres pour un produit intérieur brut de près de 1000 milliards de dollars. Face à la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza contre le Hamas palestinien, mais avec d'importantes victimes civiles, l'Égypte et l'Afrique du Sud ont adopté une position claire. En tant que médiateur historique dans les crises successives entre Israël et l'État palestinien, l'Égypte s'oppose à la position sioniste de l'État hébreu. Alors que l'Égypte et l'Afrique du Sud ont fait preuve d'un parti pris évident dans la guerre israélo-palestinienne, le Maroc a appelé à un cessez-le-feu permanent entre les parties au conflit et la reconnaissance d'une solution à deux États. Nathalie Mouf. Face à la guerre au Proche-Orient entre le Hamas palestinien et Israël, l'Égypte et l'Afrique du Sud affichent un positionnement clair. Les deux États condamnent à la fois l'attaque du groupe politico-militaire palestinien du 7 octobre 2023 et la riposte brutale de l'État israélien. Pour l'Afrique du Sud, Israël s'est rendu coupable de génocide dans le conflit. C'est le principal motif qui a motivé la plainte sud-africaine contre l'État juif à la Cour internationale de justice. The actions by Israel are in clear violation of international law, including the UN Charter and the Geneva. Les actions d'Israël constituent une violation flagrante du droit international, notamment de la Charte des Nations Unies et de la Convention de Genève, lue conjointement avec ses protocoles. Avec ses attaques sur des civils par des prises d'otages, le Hamas a également violé les lois internationales et doit être tenu responsable de ses actes. Le châtiment collectif des civils palestiniens par le recours illégal à la force par Israël est un crime de guerre. Le refus délibéré de médicaments, de carburant, de nourriture et d'eau aux habitants de Gaza équivaut à un génocide. To the residents of Gaza is tantamount to genocide. Dans le monde, les États arabes, notamment l'Égypte, ont marqué leur soutien à la Palestine. Dès le début du conflit, le gouvernement égyptien a accusé Israël de vouloir forcer les habitants de la bande de Gaza à l'exode. Médiateur historique dans les crises consécutives entre Israël et l'État palestinien, l'Égypte s'oppose à la politique sioniste mise sur pied par l'État hébreu. Cette idéologie a permis l'occupation des territoires palestiniens par Israël depuis 56 ans. Malgré sa position tranchée, le pays d'Afrique du Nord a initié la plus grande rencontre sur la résolution de la guerre en Afrique, le sommet du Caire pour la paix, tenu le 21 octobre 2023. Nous ferons tout notre possible pour promouvoir la mise en œuvre d'une solution à deux États et la création d'un État palestinien si les Palestiniens, les Israéliens et la communauté internationale parviennent à un consensus sur la meilleure façon de maintenir la paix et la sécurité entre Palestiniens et Israéliens.
Alors que l'Égypte et l'Afrique du Sud affichent un parti pris franc dans le conflit israélo-palestinien, le Maroc, lui, plaide pour un cessez-le-feu permanent entre les deux belligérants et la reconnaissance d'une solution à deux États. Par ailleurs, dans des manifestations populaires, les Marocains ont regretté la normalisation des relations diplomatiques, sécuritaires et économiques entre leur pays et Israël en 2020, après 20 ans de gel. Sa Majesté le roi Mohamed VI, en sa qualité de président du comité Al-Qod, appelle à une action collective pour parvenir à une désescalade afin d'atteindre un cessez-le-feu durable et vérifiable, assurer la protection des civils, permettre l'acheminement régulier d'une aide humanitaire en quantité suffisante aux habitants de Gaza. Le souverain a également appelé à favoriser une perspective politique sur la question palestinienne afin de relancer la solution à deux États. Depuis le déclenchement de la guerre dans la bande de Gaza, le lourd bilan humain s'est établi à 22 835 morts et 58 416 blessés. L'Union africaine, partisane de l'arrêt immédiat des combats, a pris part au sommet du Caire pour la paix. À ses assises, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a appelé vivement au libre accès à l'aide humanitaire sur le territoire palestinien, dont ont besoin 2,2 millions de civils, parmi lesquels 50% d'enfants. Le troisième sommet du Sud se tiendra du 20 au 23 janvier 2024 à Kampala, en Ouganda, sur le thème « Ne laissez personne de côté ». Le sommet vise à impulser la coopération entre les 134 États membres du groupe des 77, le G77, après le deuxième sommet du Sud qui s'est tenu à Doha, au Qatar, du 14 au 16 juin 2005 et le premier sommet du Sud qui a eu lieu à La Havane, à Cuba, en 2000. Le troisième sommet se tient en Afrique suivant le principe de rotation géographique du G77. Rome, capitale de l'Italie, accueille du 28 au 29 janvier 2024 la première conférence Italie-Afrique. La réunion examinera le plan de coopération énergétique que l'Italie souhaite proposer aux pays africains, selon le Premier ministre Giorgia Meloni. Ce plan, connu sous le nom Plan Mattei, est nommé d'après le fondateur du groupe énergétique italien Eni, Enrico Mattei, devrait jeter les bases d'une coopération globale entre l'Italie et l'Afrique. Un vaste programme d'investissement et de partenariat sera présenté à l'occasion du sommet. La 37e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine se tiendra du 17 au 18 février 2024 à Addis Abeba, en Éthiopie. L'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation panafricaine sera précédée par la 44e session ordinaire du Conseil exécutif regroupant les ministres du 14 au 15 février 2024. Claver Gatete apporte une nouvelle perspective à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique depuis qu'il a pris ses fonctions de secrétaire exécutif de l'UNECA le 7 octobre 2023. L'ancien représentant permanent du Rwanda auprès des Nations Unies met sa riche expérience et son expertise dans le paysage politique et financier de l'Afrique au service de la croissance durable du continent. Le portrait de Claver Gatete avec Sarah Yemele. Claver Gatete vise une nouvelle dynamique au sein de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique depuis qu'il a pris ses nouvelles fonctions en tant que nouveau secrétaire général de l'UNECA. Au moment de sa nomination le 6 octobre 2023, il occupait le poste d'ambassadeur et de représentant permanent du Rwanda auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York. Gatete, fort de son expérience et de son expertise dans le paysage politique et financier du continent africain, a occupé plusieurs postes importants, notamment celui de ministre des Infrastructures du Rwanda de 2018 à 2022 et celui de ministre de la Planification économique et financière de 2013 à 2018. Nous devons aller au-delà de la croissance économique et nous concentrer sur le type de développement durable qui maximise les opportunités d'organisation des revenus, de réduction de la pauvreté, de développement social et d'emploi décent. Ces opportunités doivent être inclusives et ne laisser personne de côté, en particulier les femmes et les jeunes du continent.
En tant que nouveau secrétaire exécutif de l'UNICA, Claver Gatete accorde la priorité à l'établissement de partenariats solides, à la promotion de l'inclusion et à la mise en œuvre de solutions innovantes pour le continent africain. La CEA est prête à apporter sa propre contribution pour aider les pays membres. Elle travaille en collaboration avec la Commission de l'Union africaine et d'autres partenaires, comme les banques africaines de développement, la Banque Afrexim et d'autres qui ont été avec nous. Sa nomination intervient également à un moment charnière, offrant l'opportunité de renforcer la collaboration et de mener des initiatives efficaces au sein de la Commission économique pour l'Afrique. L'Afrique n'est pas seulement riche en minerais, mais aussi en énergie verte. Nous devons investir, nous devons rendre l'Afrique attrayante, mais nous devons aussi aborder la question de l'injustice, car à cette époque des marchés de crédit carbone, le continent africain ne bénéficie pas d'un accès équitable aux ressources. La Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, créée en 1958, a pour objectif d'encourager la coopération économique entre ses États membres. Parmi ses objectifs, la Commission économique vise à rassembler les secteurs privés et publics, à fournir un soutien et à participer à la mobilisation des ressources pour l'investissement sur le continent africain. C'était l'African Union Journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 pour les prochaines éditions. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.